Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors, dans Culture Passion, aujourd'hui, je reçois deux invités qui sont membres de Parcours d'Architecture, Jocelyn Lermé et Didier Sabaros. Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour. Et donc, nous étions rencontrés dans le cadre des vitrines de la création, fin octobre, je crois, début novembre. C'est là que j'ai découvert, pour ma part, votre association. Mais j'aimerais, alors elle est loi 1901, j'aimerais bien que vous nous précisiez pourquoi elle a été créée, quels sont ses objectifs et quel est aussi son domaine, parce que je crois qu'il n'y a qu'un domaine, que certains siècles sur lesquels vous travaillez dans l'architecture. Alors, Parcours d'Architecture a été créé en 2012. C'est une association, effectivement, loi 1901, qui promeut l'architecture auprès du grand public et des scolaires. Donc, en fait, c'est une association de médiation de la culture architecturale, urbaine, environnementale, auprès de ces publics-là, scolaires et grand public. Et nous essayons, depuis 2012, donc, sur le territoire, donc, au départ de Midi-Pyrénées et désormais de l'Occitanie, nous essayons de promouvoir la culture architecturale du XXe siècle et du XXIe siècle, dans la mesure où, quand nous avons commencé en 2012, effectivement, nous étions parmi les seuls à valoriser cette période de l'architecture. Et nous souhaitons continuer sur cette lancée-là et ne valoriser que ces siècles-là, dans la mesure où les autres siècles de l'architecture, de l'histoire de l'architecture, sont déjà valorisés par d'autres structures, y compris par, bien entendu, l'université qui enseigne cela aux étudiants. Donc vraiment, notre défi et notre ambition en 2012, dès 2012, c'était vraiment de s'engager dans un domaine qui n'était pas dans lequel il n'y avait aucune personne, aucune structure qui faisait en sorte de faire comprendre cette culture architecturale au grand public et aux scolaires. Donc vous occupez un créneau qui était vacant jusque-là. Exactement, voilà ce créneau, tant pour le référencement des édifices remarquables que pour des ateliers pédagogiques, des conférences, des rencontres d'architectes, des visites guidées, n'était absolument pas occupé, du moins en Midi-Pyrénées, par des structures, tant associatives que d'autres structures, à tel point qu'il n'existait pas encore en 2012, quand nous avons débuté mis en place cette association, il n'existait pas de référencement sur la région Midi-Pyrénées, de référencement des architectures remarquables du XXe siècle. Ce qui était assez étonnant, mais nous avons commencé finalement le premier référencement d'architecture remarquable du XXe siècle, jusqu'au XXIe siècle, même si c'était un peu le début, mais tout de même du XXe siècle, en Midi-Pyrénées. Nous étions les premiers, effectivement. Et alors j'ai vu aussi que vous lanciez donc des alertes patrimoine. Alors dans quel cas et comment procédez-vous ? Alors, à partir du moment où effectivement on référence le patrimoine remarquable, et d'ailleurs on a participé en 2015 au COPIL qui a été mis en place par la DRAC pour référencer ce patrimoine remarquable suite à nos premières études de 2012, il s'agit à un moment donné d'être en cohérence avec nos actions. Donc si on référence le patrimoine remarquable, c'est aussi pour à un moment donné être en mesure de le défendre d'une manière ou d'une autre, donc soit par des alertes que l'on lance auprès de la presse ou auprès de diverses institutions. Et effectivement, nous sommes en mesure à certains moments, alors à des moments maîtrisés, parce qu'il y en a beaucoup d'alertes possibles, mais nous lançons des alertes, ce qu'on appelle des alertes patrimoine, qui permettent effectivement de mobiliser les pouvoirs publics ou la population auprès de bâtiments remarquables qui pourraient être lourdement transformés ou démolis. Alors j'ai vu justement que vous aviez lancé 2 alertes patrimoine sur 2 œuvres d'Edmond Lay. Est-ce que c'est ce qui vous a permis de découvrir Edmond Lay ou comment l'avez-vous découvert ?
Quand on a commencé notre référencement de patrimoine remarquable en 2012 et effectivement qu'on a créé l'association, il s'est agi de connaître le milieu de l'architecture un peu mieux que nous connaissions déjà depuis des années, et il s'est agi de rencontrer les personnes les plus à même de nous parler d'architecture ou d'œuvrer dans l'architecture. Et effectivement, Edmond Lay était le seul grand prix national d'architecture de la région, donc il était évident que nous devions aller à sa rencontre. Et c'est ce que nous avons fait donc en 2012. Dès 2012, nous l'avons rencontré. Et dès 2012, nous avons engagé un processus, on va dire, de reconnaissance de son œuvre, de redécouverte de son œuvre et finalement de patrimonialisation de son œuvre. Et on a été donc à même, à un moment donné, à plusieurs moments d'ailleurs au fil des années, de défendre certaines de ses réalisations. Donc certaines de ces réalisations, c'est notamment l'aire des Pyrénées qui était menacée de démolition totale par l'exploitant, et puis la galerie marchande de l'Ormeau, qui est également d'Edmond Lay, qui a été en grande partie démantelée, mais bon, l'alerte a été lancée néanmoins, et puis d'autres bâtiments qui étaient également menacés de transformation lourde. Voilà, donc on est vraiment mobilisé à tout moment, on est en veille en tout cas, de manière à potentiellement sauver un bâtiment ou sauver ce qu'il peut l'être, ou accompagner le porteur de projet de transformation de ce bâtiment à réaliser un bâtiment qui soit dans l'esprit et dans la qualité de ce que Edmond Lay a pu faire. Et alors, lorsque vous avez une alerte patrimoine, vous faites remonter l'alerte auprès de qui ? Quelle est l'administration compétente ou le service compétent ? Alors, différents canaux sont possibles. La première alerte que nous ayons lancée donc pour l'aire des Pyrénées, on a essayé de mobiliser directement le moniteur qui est le moniteur AMC, qui est la revue nationale qui peut permettre de relayer au niveau national ce qui se passe au niveau de l'architecture en France ou de l'urbanisme. Et effectivement, ils nous ont relayé. Donc sur leur site internet, il y a eu un article, ce qui était important. Donc on parlait de Tarbes. Alors on n'en parlait pas forcément de bons termes, parce qu'on disait qu'effectivement là se situait un bâtiment qui allait être démoli. Mais finalement, ça a porté ses fruits parce que à la suite de cette mobilisation, donc grâce aux médias finalement, grâce à notre mobilisation et au relais des médias, l'architecte des bâtiments de France, puis le préfet du département concerné. Là c'était les Pyrénées-Atlantiques, vu que c'est entre Pau et Tarbes, se sont mobilisés eux-mêmes pour relayer finalement et pour conduire notre mobilisation à quelque chose qui pourrait avoir des conséquences positives pour ce bâtiment. Et effectivement, il se trouve que ce bâtiment a été conservé dans sa quasi-totalité, pas totalement malgré tout, et qu'il a été restauré selon le souhait que pouvait formuler Edmond Lay, parce qu'on a consulté Edmond Lay effectivement, et a été restauré, on va dire pas totalement, mais correctement en tout cas. Alors pour en revenir à Edmond Lay, qui quand même est originaire, parce qu'il était originaire de Lannemezan, et c'est vrai qu'il a été très méconnu dans le département, on ne connaît pas, j'ai vu que vous aviez répertorié, je crois, alors je ne me rappelle plus le nombre, mais je ne sais plus combien d'œuvres dans le département qui n'étaient pas connues. Tout ça au moment du dépôt de ces archives auprès des archives départementales. Edmond Lay a effectivement donné ses archives aux archives départementales, et ces archives départementales ont tenté de les classer, les valoriser, les administrer. Donc il s'est agi à un moment donné entre nous d'établir un partenariat qui pourrait permettre d'une part cette classification, ce qui n'était pas notre affaire, c'était l'affaire des archives des Hautes-Pyrénées, et d'autre part de la valorisation suite à ce classement. Et c'est ce que nous avons fait avec ce partenariat. Alors nous avons référencé près de 200 projets, une centaine de projets construits, une centaine de projets non aboutis, mais quoi qu'il en soit, ces 200 projets, on est arrivé à établir cette liste de 200 projets après des années de travail sur les archives, à la rencontre des témoins, des anciens commanditaires, des usagers, des anciens collaborateurs d'Edmond Lay. Et nous sommes partis d'environ une quinzaine d'édifices connus.
Et nous sommes arrivés à édifices connus, y compris les projets non construits, et nous sommes arrivés à environ 200 projets construits. Donc c'est le résultat d'un travail, je ne vais pas dire acharné, mais en tout cas d'un travail continu, au service de cette mémoire, pour retrouver à la fois le parcours d'Edmond Lé dans le détail, et puis l'ensemble des œuvres réalisées ou pas. Oui, parce que vous avez étudié 3000 plans à peu près, 3000 plans, à peu près, oui, parce que vous étiez tous les deux commissaires scientifiques de ce projet. Et alors pourquoi Edmond Lé est-il si intéressant? Il était différent, peut-être il faisait partie de ce concept un peu du nouvel art, peut-être par son architecture organique aussi, qui est peut-être différente de ce qui se faisait dans le département, c'est pour ça? Je dirais peut-être pour deux choses. Alors, Edmond Lé déjà a du talent, ce qui n'est pas le cas de tous les architectes. Sans vouloir être polémique, mais c'est la réalité. Comme dans tous les métiers, il y a des bons et des moins bons. Edmond Lé est un bon architecte, voire un très bon architecte, voire un architecte exceptionnel. Donc déjà, dans sa pratique, dans sa démarche, dans son caractère, dans sa philosophie, il a une démarche exceptionnelle, il a un caractère exceptionnel. Et tout ça combiné fait que ça devient un architecte exceptionnel. Et puis ensuite, il y a son œuvre, qui est empreinte de son parcours, potentiellement de son parcours, en tout cas partiellement de son parcours. Cette œuvre, il l'a construite en partie aux États-Unis. Cette œuvre, la préparation plutôt de son œuvre, il l'a construite en partie aux États-Unis, lorsqu'il est parti 4 ans, à la faveur de 2 voyages aux États-Unis. Donc une première fois quelques mois à la découverte des États-Unis à la faveur d'une bourse d'études, et puis une deuxième fois plusieurs années, accompagné de sa famille, donc de son épouse et de ses enfants. Et il a découvert ce qu'était l'architecture, notamment l'architecture d'un grand architecte américain qui est, on va dire, le fondateur ou l'un des fondateurs de l'architecture moderne aux États-Unis, qui est Frank Lloyd Wright. On va dire que c'est un peu l'équivalent pour l'Europe ou pour la France de Le Corbusier, on va dire. Voilà, c'est-à-dire c'est l'un des inventeurs de la modernité au XXe siècle, même avant Le Corbusier, puisque c'est un architecte un peu du XIXe siècle, Frank Lloyd Wright. Il est mort en 1959 et il a vécu longtemps, et Edmond Lé l'a rencontré avant son décès, donc en 1959. Donc il était à la recherche d'une architecture, de comment faire une architecture, dans quel univers s'inscrire, et il a trouvé cet architecte dont la grammaire, le vocabulaire, la démarche, la philosophie lui ont parfaitement convenu. Et à partir de là, il s'est inscrit dans cette démarche, et cette démarche, il y a œuvré, il l'a pétri de son talent toute sa vie. Donc jusqu'à son décès en 2019, il continuait à dessiner, jusqu'à la fin de sa vie, à dessiner sur des carnets de croquis et à refaire les plans qu'il avait fait 50 ans, 60 ans auparavant. Donc vraiment, cet architecte est doublement important. Il est important par ce qu'il est, notamment par son caractère bien trempé. Alors je ne sais pas si on peut dire que c'est un caractère bigourdant, mais en tout cas un caractère bien trempé. Un libre esprit. Un libre esprit, un fort caractère. Qui a connu la génération des beatniks, on va dire, c'est-à-dire c'était vraiment une génération où on souhaitait se désolidariser de tout ce qui pouvait encombrer un parcours et une vie. Donc il a connu cette philosophie-là, aux États-Unis notamment, et il a souhaité vivre de cette manière-là toute sa vie. Et puis la deuxième chose, effectivement, ces réalisations qui parlent de son talent, qui parlent pour lui de son talent, effectivement. Et puis une troisième chose immanquable, c'est bien entendu en 1984 le Grand Prix national d'architecture qu'il obtient et qui fait qu'il est l'architecte de la région, même si effectivement son architecture est datée, elle correspond à une époque. Ça ne veut pas dire qu'elle est dépassée, ça veut dire qu'elle correspond à une époque, elle correspond à des envies, elle correspond à un moment, mais c'est une architecture qui reste et dont on reconnaît encore aujourd'hui la qualité. Oui, parce que justement, c'est le propre de l'architecture organique, mais disons qu'il a voulu, il a axé sur le lien entre l'humain et l'environnement, avec cette volonté de fluidité, de flexibilité. C'est quelque chose qui n'est pas toujours voulu par les architectes. C'est toujours très difficile de définir l'architecture d'un architecte. Et c'est encore plus difficile peut-être pour Edmond Lé, et surtout parce qu'il y a des confusions quand on parle d'Edmond Lé, et quand on a commencé ce travail, il y avait énormément de confusions ou d'approximations. On parlait beaucoup d'architecture écologique, ou écologiste, mais plutôt écologique.
On parlait également d'architecture organique, mais sans trop savoir ce dont il s'agissait. En tout cas, ceux qui employaient ces termes-là ne savaient pas nécessairement ce dont il s'agissait. Et avaient le plus grand mal eux-mêmes à définir ce dont il s'agissait. Alors après, on peut la décrire, cette architecture, effectivement. On peut dire quel est son vocabulaire, sa grammaire, sa syntaxe. Mais il est très difficile de la dire telle qu'elle est vraiment. Alors il faut la pratiquer sans doute, c'est-à-dire aller dans un bâtiment, fouiller un plan, le regarder, le tourner dans tous les sens, pour mieux le comprendre. Alors, si on reprend effectivement ce terme d'architecture organique, on pourrait dire qu'Edmond Lay s'est inscrit dans un courant qui se voulait organique, effectivement, mais ce courant organique, si on le définit, on pourrait dire peut-être que les piliers de ce courant, c'est déjà la relation à l'extérieur. Et que l'intérieur ne peut pas se construire en dehors de cette relation à l'extérieur. Et que même un peu plus, pour aller un peu plus loin, on pourrait dire qu'on construit avant tout un bâtiment par l'intérieur et non pas par l'extérieur. Donc non pas par l'esthétique ou la façade extérieure, mais plutôt par l'intérieur, c'est-à-dire non seulement par l'esthétique intérieure, bien entendu l'environnement et l'esthétique intérieure, mais également par tout ce que l'on ressent depuis l'intérieur et par la manière dont on va pratiquer l'intérieur. Donc les usages, la manière de vivre, les souhaits, les désirs des utilisateurs, des commanditaires. Donc là, on a déjà une première base de ce que pourrait être une définition de l'architecture organique. Et puis, bien entendu, la circulation, c'est-à-dire le déplacement à l'intérieur de ces bâtiments, ou à l'extérieur, effectivement, de cet édifice. Comment se déplace-t-on ? Arrive-t-on face à un mur et doit-on faire demi-tour ou pas ? Eh bien, chez Edmond Lay, on circule, on est censé circuler, en tout cas constamment. C'est-à-dire, il n'y a jamais de mur qui arrête la circulation. Il n'y a jamais de porte-fenêtre ou de porte qu'il faille ouvrir. On peut passer d'une pièce à une autre, souvent, par un espace situé entre deux portions de mur, mais qui ne sont pas des cloisons, mais plutôt des portions de mur, donc des écrans partiels. Et donc on peut effectivement circuler, non pas dans des couloirs, mais dans des circulations assez libres. Et c'est aussi l'un des points sans doute de l'architecture organique, c'est-à-dire qu'elle est comme un organisme d'une certaine manière, elle est un organisme dans lequel les choses circulent, et notamment les usagers, les objets également. Vivant. Un organisme presque vivant, voilà, et qui peut-être dans son architecture rend compte de l'usage de la philosophie. C'est plutôt la philosophie qui est organique plutôt que l'architecture. C'est-à-dire que quand on regarde une façade d'un de ces édifices, on ne se dit pas spontanément c'est de l'architecture organique. Il n'y a pas de raison de se dire que c'est de l'architecture organique. Mais par contre, quand on pratique cet édifice-là, on comprend ce qu'est l'architecture organique sans même la définir. On comprend qu'on y circule différemment, qu'il y a des demi-niveaux, qu'il y a des demi-sous-sols, que l'on passe de l'un à l'autre par des escaliers dérobés. Et pas de porte, pas de poignées, des fenêtres qui ne ressemblent pas à des fenêtres. Voilà, une esthétique qui correspond à une philosophie. So long, Frank Lloyd Wright, I can't believe your song is gone so soon. Oui, il y a d'ailleurs, j'ai vu qu'il utilisait beaucoup le béton armé, d'ailleurs, comme l'architecte américain. Et alors, je ne sais pas, est-ce qu'il utilisait aussi des puits de lumière, hein ? Des puits de lumière, oui. Sachant que pour Edmond Lay, ce que nous avons à la fois découvert et tenté de signifier dans l'ouvrage que nous lui avons consacré l'an dernier, Edmond Lay, une autre modernité, dire à quel point, parmi les matières qu'il utilise, les matériaux de son architecture, il y a également la lumière. Ce qui n'est pas si courant que ça en architecture et qui devrait l'être systématiquement. La lumière est un matériau en soi en architecture. Et Edmond Lay a tenté, sa vie durant, d'en faire un vrai matériau. Donc d'utiliser plutôt le clair-obscur que la pénombre totale ou la lumière totale. Alors je ne sais pas si je réponds à votre question, mais effectivement, il y a des puits de lumière dans l'architecture d'Edmond Lay. Et cette lumière est capitale pour définir les espaces et le ressenti de ces espaces. Il a voulu un peu casser les codes. Et casser les codes, et puis pour revenir effectivement à ce que vous évoquiez, le béton sous toutes ses formes, Edmond Lay l'a beaucoup utilisé, mais l'a utilisé de manière noble. En tout cas pour lui, c'était un matériau noble au même titre que des galets, de la pierre de taille, du bois. Utiliser un matériau, quel que soit le matériau, en lui donnant le même statut
que peut avoir un matériau, que peut avoir un matériau traditionnel. Et le béton, pour lui, avait le même intérêt qu'un autre matériau, sachant que le béton permettait également des portées plus importantes, par exemple, et permettait des choses qui, techniquement, n'étaient pas possibles avec de la pierre ou du bois. Donc, Edmond Lay a vraiment tenté d'être de son temps. Il était de son temps, il se ressentait de son temps, mais cette modernité qu'il voulait mettre en avant, ce n'était pas une modernité échevelée ou rigoureuse ou stricte, c'était une modernité qui était libératrice plus que restrictive, disons. Voilà. Et c'est en cela qu'elle est aussi peut-être organique. Alors, pour en revenir donc au travail que vous avez fait au niveau des archives départementales, vous avez donc organisé après une exposition monographique. 3000 plans, comme vous l'aviez dit, oui. À peu près, assez peu documentés, c'est-à-dire assez peu de documents qui permettaient de les comprendre. Donc beaucoup de plans un peu bruts, qui étaient très précieux, mais qu'il a fallu effectivement comprendre, analyser, mettre en perspective les uns par rapport aux autres, et qui nous ont permis de retrouver l'ensemble des édifices que vous évoquiez. Un commissariat d'exposition, donc commissariat d'exposition générale, les archives départementales, commissariat scientifique, c'était donc parcours d'architecture, Jocelyn Lermé, Didier Sabaros, qui ont permis donc à la fois de retrouver les interlocuteurs, des témoins, de réaliser des vidéos qui étaient présentées dans l'exposition, de présenter des meubles créés par Edmond Lay, qui lui appartenaient, ou des meubles qui appartenaient à des institutions ou à d'autres particuliers, présenter également des archives, des parties d'archives, présenter des rouleaux même d'archives, ce qui était très intéressant, et puis présenter des documents tout à fait inédits, des dessins, des croquis, des carnets de notes. Et tout ça a été permis effectivement par la connaissance que nous avions désormais d'Edmond Lay, après on va dire 2 ans de recherche, quasiment 2 ans de recherche. Oui, ça fait beaucoup de temps, mais enfin bon, c'est quelque chose aussi d'important pour sa mémoire maintenant. Et alors donc c'est ce qui vous a permis de faire après cet ouvrage qui est soutenu par la région, et donc qui a été édité à combien d'exemplaires? Le nombre, je suis incapable de vous le dire par contre, je n'ai pas le nombre. Je sais que, pour tout vous dire, ça s'inscrit dans une collection qui était d'un plus petit format au départ, qui s'appelle donc Archives d'architectes, qui fait suite ou qui s'inscrit plutôt dans une réunion d'acteurs de l'architecture autour de la mémoire des architectes et de leurs archives. Et ce comité, qui n'est même pas réuni en association, c'est un peu informel, c'est un comité qui se réunit de temps à autre, auquel nous sommes à chaque fois conviés, tente de sauver des archives d'architectes, parfois célèbres et parfois importants, avec des bâtiments parfois très importants et capitaux qui ne devraient pas disparaître et qui pourtant disparaissent parfois. Parce qu'il y a des problèmes de succession, parce que l'architecte met ça à la poubelle, parce qu'il n'y a pas d'intérêt parfois pour le travail qui a été fait, et on préfère penser au travail qui reste à faire, ce qui est souvent le cas dans des cabinets d'architecture. On privilégie le travail en cours et non pas le passé. Et donc ces archives disparaissent souvent, et donc là, cette collection, Archives d'architectes, tente de sauver et de valoriser des archives d'architectes. Et donc là, le deuxième numéro de la deuxième version de la collection, puisqu'il y a eu une première version avec 3 architectes, je crois, de la région, et puis une deuxième version plus grande, avec un plus grand format, un format un peu plus généreux, notamment pour les visuels. Et là, nous sommes le 2e volume de cette collection, donc consacrée à Edmond Lay. Et je crois que vraiment, il était capital de consacrer un ouvrage, sous quelque forme que ce soit, à Edmond Lay, parce qu'il n'y avait pas jusqu'à présent d'ouvrage. Il y avait des articles, effectivement, qui lui étaient consacrés ou consacrés à certaines de ses œuvres, mais il n'y avait pas d'ouvrage consacré à cet architecte, qui est pourtant, je le rappelle, Grand Prix national d'architecture. Alors qu'il y a au moins un ouvrage monographique consacré au précédent, avant 1984, donc, et aux successeurs, Grand Prix national d'architecture. Tous ont eu droit à une monographie, un ouvrage, une exposition majeure. Et Edmond Lay n'avait pas encore bénéficié de cette patrimonialisation, de ce respect, de cette reconnaissance. Donc vraiment, nous sommes satisfaits d'avoir pu inscrire Edmond Lay dans cette configuration de reconnaissance et de patrimonialisation. Alors comment avez-vous souhaité donc cette réhabilitation et la rénovation de son atelier, qui apparemment est en mauvais état, enfin à cause de l'humidité, des toitures,
Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans cette aventure? Il faudrait sans doute dire que c'est une ruine, même osons le mot, c'est une ruine. Actuellement, l'atelier est en ruine, mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi. On constate que cet atelier est en ruine. Quand nous sommes arrivés en 2012, donc l'atelier et la maison nous ont en particulièrement intéressés dans la mesure où effectivement c'était deux lieux majeurs de son activité. Un lieu de vie, un lieu de travail, et les deux avaient été conçus en face à face, en vis-à-vis l'un de l'autre. Donc il était inévitable soit de sauver la maison, soit de sauver l'atelier. Alors la maison appartenait aux époulés et ils y habitaient, donc il leur incombait de l'entretenir, de la restaurer, et puis elle était dans un état correct. Même si des choses étaient à refaire, bien entendu, notamment le toit. Par contre, l'atelier, quand nous sommes arrivés en 2012, était déjà abandonné. Edmond Mollet a eu un AVC en 1995, il a arrêté son activité en 1996, et même si l'atelier a été loué à plusieurs reprises ou prêté à plusieurs reprises pour différentes activités, il est peu ou prou resté inoccupé pendant ces dizaines d'années-là, et donc nécessairement, il est dans un état de délabrement avancé. Quand nous l'avons trouvé, donc en 2012, nous avons souhaité le sauver et le valoriser. En parallèle à la valorisation du travail d'Edmond Mollet plus globalement. Donc c'était un double défi de valoriser l'architecte et de tenter sa patrimonialisation et sa reconnaissance et la connaissance de son œuvre, et puis par ailleurs d'essayer de sauver au moins une œuvre. Alors on a parlé tout à l'heure de différentes œuvres dans lesquelles nous étions dans la rénovation desquelles ou de la préservation desquelles nous étions impliqués, mais il y avait également cet atelier qui appartenait donc aux époulés également, mais qui était totalement inoccupé. Donc je crois qu'il y avait à ce moment-là, on a cru en tout cas à ce moment-là qu'il y avait quelque chose à faire. Et quelque chose à faire d'ambitieux, donc à la fois le rénover en totalité, ce qui était ambitieux. La première évaluation qui avait été faite des travaux était autour de 700 ou 800 000 euros, 750 000 euros je crois. On est aujourd'hui à 1 350 000 euros. Voilà. Donc ça a augmenté notamment par la détérioration qui a continué, qui s'est accélérée, et puis parce qu'entre-temps il est devenu monument historique, et donc un monument historique ne se restaure pas de la même manière qu'un monument qui n'est pas un monument historique, qui n'est pas classé. Donc cet atelier est classé désormais, nous avons fait en sorte qu'il soit classé en partenariat avec la DRAC, donc inscrit monument historique dans un premier temps, puis classé monument historique, ce qui fait qu'il y a d'énormes contraintes, mais justifiées bien entendu, pour le rendre à sa destination première. Bon, ce ne sera pas un atelier d'architecte, mais pour en faire un lieu d'activité. Et nous souhaitons dans ce lieu, justement, depuis le début, nous avons eu le souhait de ne pas le rénover pour le laisser de nouveau vide suite à sa rénovation, mais de le rénover pour en faire un lieu d'expression artistique au sens large, pluridisciplinaire. Et donc nous espérons faire dans ce lieu un centre d'art au sens large, c'est-à-dire de l'art, non pas seulement des arts plastiques, mais également des arts appliqués notamment. Et puis pourquoi pas d'autres formes d'art, des arts vivants, et en faire un foyer culturel tel qu'il a pu être à une certaine période de son existence. Mais il appartient à qui l'atelier? Actuellement, il appartient à Claudine Lay. Ouais. Donc il appartient aujourd'hui à Claudine Lay. Donc c'est la propriétaire et qui nous le. Alors nous avons un contrat, disons depuis 2015, un contrat de prêt à usage. Un contrat de prêt à usage dessus, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes locataires à titre gracieux de ce lieu, et en contrepartie, notre contrepartie, la contrepartie attendue par le propriétaire, c'est justement de faire en sorte qu'il soit à un moment donné restauré, préservé. Et ce contrat, donc, nous oblige à faire en sorte de trouver notamment des mécènes, des partenaires financiers, des acteurs de l'architecture ou pas, du territoire ou pas, qui puissent nous conduire à un moment donné à le restaurer en partie ou en totalité, ou en tout cas à le maintenir. Alors nous avons essayé dans un premier temps de le maintenir, en posant des bâches sur le toit, en faisant venir des couvreurs. Alors tout le monde était bénévole, bien entendu, et toujours bénévole. Donc des couvreurs qui venaient de manière gracieuse, des personnes qui entretiennent tout le pourtour, qui enlèvent les ronces, qui désherbent, qui débroussaillent de manière bénévole également. Mais à un moment donné, le bénévolat a ses limites, et puis quoi qu'il en soit, le bâtiment continue à prendre l'eau, se détériore de plus en plus. Donc il a fallu, au bout de quelques mois à tourner autour de ce lieu, à mieux le comprendre, il a fallu prendre la décision de vraiment engager une procédure qui puisse faire en sorte qu'il soit un jour sauvé. Donc nous avons
nous avons contracté avec la Fondation du patrimoine une convention de manière à ouvrir une souscription publique qui puisse être à même de collecter un peu d'argent. Donc nous avons collecté de l'argent, nous avons donné des concerts qui ont permis de collecter de l'argent, effectivement. Nous avons organisé des visites destinées aux scolaires et au grand public, qui étaient parfois payantes et qui permettaient là encore de cumuler un petit peu d'argent. Et puis, par ailleurs, nous avons tenté de chercher des partenaires financiers. Alors, les partenaires financiers, il y en a plusieurs maintenant qui nous accompagnent depuis plusieurs années maintenant et qui, j'espère, nous accompagneront encore dans les années à venir. Donc, il y a le département, bien entendu, le département qui nous accompagne. Il y a la région, il y a l'État avec la DRAC, il y a la Fondation du patrimoine qui nous accompagne dans le montage de ce projet. Et puis il y a bien entendu la mission Berne. Alors la mission Berne, il faut savoir que nous avons obtenu il y a 2 ans maintenant le loto du patrimoine pour le département des Hautes-Pyrénées. Donc 300 000 € qui nous ont été accordés, que l'on peut dépenser sur plusieurs années. Et ces 300 000 € participent à ce budget de 1 350 000 €. Et pour tout dire, voilà, il nous manque à peu près 200 000 €, à peu près 200 000 € pour boucler totalement le projet, ce qui est un projet donc bien avancé. Alors je n'oublie pas un financement qui vient de nous être accordé, qui est le financement de la Fondation du Crédit Agricole Gascogne, Pyrénées-Gascogne, et puis la Fondation du Crédit Agricole Pays de France, qui viennent de nous accorder 20 000 € et 20 000 €, 20 000 € respectivement. Donc ces 40 000 € vont nous être remis dans peu de temps et vont concourir à ce budget qui, qui commence à s'étoffer réellement. Et, bonne nouvelle, nous avons tout de même déposé le permis de construire, qui est en cours d'instruction. Et donc, s'il est accordé, les travaux pourraient commencer cette année. Donc, c'est bien avancé. C'est bien avancé, je crois. Un architecte a été engagé, un architecte du patrimoine a été engagé, le cabinet Lavigne de Pau. Une assistance à maîtrise d'ouvrage a été également engagée, nous accompagne dans ce projet. Le diagnostic du bâtiment a été réalisé, donc c'est une phase indispensable et nécessaire demandée par la DRAC pour la restauration de ce bâtiment. Et puis l'avant-projet a été également réalisé. Donc toutes ces phases sont des phases qui ont un coût, bien entendu. Ce sont des prestataires extérieurs à l'association, donc que nous devons payer. Et donc là, nous avons payé ces 3 premières phases, donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le diagnostic et l'AVP. Et donc maintenant, nous allons entrer dans dans plusieurs phases de mise en application de tout ça par les travaux, justement, une fois que le permis sera accordé. Vous allez commencer par les toitures, hein ? Alors, les toitures, pas nécessairement. Alors, il y aura la toiture. Effectivement, nous sommes retournés tout à l'heure, pour tout vous dire, voilà, nous sommes repassés tout à l'heure à l'atelier, qui est dans un état qui est un peu effrayant, mais ce que l'on voit et qui a été testé par les différentes études que nous avons pu réaliser, notamment des études de sol, des études de structure, c'est qu'en fait la structure de ce bâtiment est saine. Donc toutes les parties béton, y compris les parties terrassement, sont saines et ne seront pas à refaire. Mais pour répondre à votre question, la toiture sera un poste important de réfection dans la réfection. Et bien entendu le clos de l'édifice, donc l'ensemble des parties vitrées de l'édifice qui permettront d'assurer le clos et le couvert. Et donc là on sera déjà sur 2 parties très très importantes en termes de budget, mais il y a également l'isolation, l'électricité, la plomberie, le chauffage. Voilà, on refait quasiment à neuf un édifice qui date des années 70, disons, et qui a été abandonné pendant une vingtaine d'années. Et alors, quelle est votre date butoir pour la fin des travaux, enfin pour la mise en place du centre d'art ? Date butoir, c'est très difficile à dire. Nous espérons toujours que les choses aillent pour le mieux et le plus vite possible. Donc date butoir, disons, dans 2 ans maximum. La fin des travaux, la réception du chantier dans 2 ans maximum, 1 an et demi peut-être. Nous avions espéré que nous pourrions gagner 3 ou 4 mois et les travaux auraient dû commencer, disons, en début d'année. En début d'année ou à la fin de l'année dernière. Donc déjà, nous avons ces 3-4 mois de retard qui sont liés à différentes choses, puis à des concours de circonstances. Mais voilà, nous avons déjà ces 3-4 mois de retard. Et puis on sait très bien que dans un projet comme celui-ci, ambitieux,
coûteux et privé, puisque c'est un projet privé, le propriétaire est privé et le maître d'ouvrage que nous sommes est privé, eh bien il y a nécessairement des retards. Il y a bien eu des retards parfois en années ou en dizaines d'années sur certains bâtiments publics. On peut bien comprendre qu'il y ait quelques mois ou quelques années de retard sur un bâtiment privé dont le financement n'est pas complètement bouclé, qui est bien avancé mais qui n'est pas complètement bouclé. Donc beaucoup de choses ont été faites qui ne se voient pas nécessairement, notamment tout l'entretien régulier qui est fait, voilà, quand on arrive à l'atelier, on voit que c'est tondu, que c'est balayé, donc c'est important. Et puis l'ensemble des phases dont nous vous parlions, qui ont été faites, des phases techniques qui ont été faites, un relevé 3D du lieu, etc., qui sont nécessaires mais qui ne se voient pas. Donc le projet avance, mais il avance un peu en sous-marin pour l'instant, et il est prêt, pour une mise en œuvre sous peu, j'espère. C'est en attente donc de mécènes. Et effectivement, en attente de mécènes, alors profitons de ce micro ouvert pour peut-être lancer un appel aux personnes, aux institutions qui pourraient nous aider dans la conduite de ce projet, notamment en termes financiers, bien entendu, puisque c'est ce qui nous manque avant tout. En tout cas, merci. Nous allons conclure, donc en espérant que tout ça aille très vite maintenant, que vous ne dépassiez pas la date butoir de 2 ans. Et je vous remercie donc à tous les deux pour cette visite et pour cette interview. Et je vous souhaite bonne continuation dans le projet. Merci.